observé entre minuit et 3 heures du matin. La vie est tout de même une chose bien curieuse. Il s'est observé entre minuit et 3 heures du matin. Et on est live. Salut Cédric. Salut Saf. Ça va, tu vas bien? Bah écoute, oui, ça va bien. Bah merci d'avoir accepté l'invitation. Non, bah avec plaisir. Oui, on a parlé de ça. Et toi, t'as déjà fait un podcast avant? Oui, j'ai fait un podcast avec une professeure de danse classique que j'avais rencontrée quand elle était étudiante à l'école de Cannes. Elle avait quelques années de moins et j'avais 23 ans, quoi. Et on s'est retrouvés 20 ans après. Et elle fait un podcast sur la danse, voilà. Et on a parlé de se reconvertir, voilà. D'accord, ok. C'est parce que toi, t'étais danseur. J'étais danseur contemporain. Ok. Pendant 20 ans. Pendant 20 ans? Pendant 20 ans. Okay. 20 ans d'intermittence. Parle-nous. I want details. Ah, écoute, c'est amusant parce que les deux histoires se ressemblent un peu, c'est-à-dire la formation en danse et la formation en ostéopathie. C'est-à-dire que quand j'ai commencé la danse, j'avais déjà 22 ans et je suis arrivé dans une école où les gens avaient commencé dès l'âge de 5-6 ans, quoi. Donc j'étais déjà un jeune adulte parisien et donc quelque part un peu trop vieux pour commencer. Et pour l'ostéo, ça a été pareil. J'ai commencé à 42 ans avec des étudiants qui avaient entre 19 et 20 ans, quoi. D'accord. Voilà, donc t'avais toujours ce décalage, mais t'avais envie de faire quoi avant la danse? Alors, tout petit, je voulais être médecin, rouler dans une voiture BMW grise et un truc super straight, très rassurant, voilà. Et ensuite, je me suis aperçu que j'étais littéraire. Plutôt littéraire. Les projets professionnels n'étaient pas très clairs, donc j'avais fait une sorte de dossier pour faire Cagny-Pocagne, Sciences Po. Ça me paraissait assez général et intéressant. Et puis finalement, la danse est arrivée et j'ai abandonné mes études. Je suis plongé là-dedans. Et 20 ans après, j'ai recommencé. Enfin, plutôt, j'ai fait de vraies études, 5 ans, pour devenir ostéopathe. D'accord, ok. Et là, ça fait combien de temps que tu... Alors, je suis diplômé depuis 1 an. Depuis 1 an, ok. On va dire ça. Ok. On va dire ça, ok. Bon, j'avais lu quelques trucs sur l'ostéopathie et tout ça. C'est un truc qui est super passionnant, qui a vraiment de l'histoire derrière. Et je suis tombé sur, je sais pas qui, j'ai oublié son nom, c'est un architecte et un médecin en même temps. Et c'est lui qui a commencé à avoir cette vision-là du corps qui est lié, au même temps c'est un médecin, donc je sais pas qui c'est, j'ai oublié le nom, mais je sais pas, il y a plusieurs... c'est un Américain, je pense. Ah, d'accord, je pensais à des Français. C'est qui le père de l'ostéopathie? C'est Andrew Taylor Still. Voilà, c'est un Américain? C'est un Américain, okay. Fin du 19e siècle. J'ai peur de dire des bêtises. Oh, mais t'inquiète. Voilà. Ok. Je t'explique en gros, très facilement. Andrew Taylor Still, un médecin pendant la guerre de sécession. Voilà, son père est médecin, mécanicien. Enfin, voilà, à l'époque la médecine c'est quelque chose d'un peu sur le tas, quoi. Et c'est-à-dire que ça nécessite pas, c'est pas la même médecine qu'actuellement. La science n'en est pas au même niveau. On connaît pas les bactéries, enfin voilà. Donc il y a plus un aspect, plus les infirmiers de l'époque, je sais pas comment dire, en tout cas je sais pas ce qu'ils pratiquaient. En tout cas, on dit que parfois la médecine était, les remèdes de la médecine à cette époque étaient bien pires que les mots. Donc c'est la raison pour laquelle Andrew Taylor Still se serait un petit peu éloigné de cette médecine-là. Et aurait, à travers des dissections, à travers son approche de la nature, c'était un homme très spirituel, il aurait découvert l'ostéopathie le 22 juin 1872, et là j'ai peur de dire une bêtise, mais en tout cas, il aurait inventé une nouvelle façon une thérapie manuelle, on va dire ça, voilà, très simplement. Mais j'ai envie de dire que ça existait avant, cette pratique, le soigner par la toucher, ça a toujours existé en fait. Sûrement. Ouais, bien sûr. Oui. En français, on appelle ça peut s'appeler les rebouteux, ça peut s'appeler, ça peut être des magnétiseurs, ça peut être des coupeurs de feu, ça peut être... Alors après, Andrew Taylor Still, c'est un peu aussi la raison pour laquelle j'ai choisi l'ostéopathie, c'est parce que il y a une notion d'anatomie, de médecine, une réflexion systémique, c'est-à-dire
essayer de comprendre pourquoi est-ce que le corps ne fonctionne pas de la bonne façon, c'est-à-dire, et on va réfléchir en testant tous les systèmes, un système biomécanique, c'est-à-dire l'anatomie, le squelette, ça peut être le viscéral, ça peut être ce qu'il y a dans la cage thoracique, un mouvement du crâne, voilà, donc voilà, c'est ce qu'on appelle et l'interrelation entre les systèmes. D'un seul coup, si je respire, si je suis constamment en inspiration, si je respire pas bien, si je suis fatigué, si je suis stressé, si je me referme sur moi-même, ça peut carrément me donner des douleurs dans le bas du dos, parce que voilà, toute limitation du mouvement dans une partie du corps peut avoir des répercussions à un autre endroit. C'est ça l'idée de l'ostéopathie. Le fameux exemple qui dit que pourquoi est-ce que j'ai mal à la cheville, ou plutôt j'ai mal au dos, pourquoi est-ce qu'il va regarder mes chevilles. Alors on va chercher à comprendre, trouver une explication et à partir de là avoir un axe de traitement. Ok. Mais t'as raison, ça a toujours existé. Enfin, la thérapie manuelle a toujours existé, le massage. Après, médecine traditionnelle chinoise, il y a plutôt ça c'est très plutôt les aiguilles, moxibustion, choses comme ça. D'accord, ok, je vois. Donc c'est plutôt traiter le corps en sa totalité. C'est pas juste où ça fait mal. Exactement. Les trois grands principes de l'ostéo, c'est la globalité, c'est-à-dire la personne aussi dans son environnement, etc. Moi, j'irais encore plus loin, c'est-à-dire ce qu'il vit, ce qu'il ressent, son corps, son environnement, comment il est entouré, ses croyances. Donc, c'est vraiment une conception de la globalité. Ensuite, l'interrelation entre la structure et la fonction, c'est-à-dire si je touche la structure, je vais modifier la fonction, ou alors est-ce que si je corrige, si j'améliore la fonction, est-ce que ça va changer la structure? Est-ce que je me fais comprendre là? Oui. Mais un exemple. La fonction, si je dis la structure de l'estomac et la fonction de l'estomac, si je me trompe pas, non. Oui. Là, on est sur un organe, mais par exemple. Oui. Restons sur l'estomac. Si je modifie, l'estomac, il va avoir son mouvement comme ça de contraction pour digérer, mais il va être aussi au sein d'un environnement, au contact des autres organes. Il faut pas qu'il soit trop, il est sous le diaphragme par exemple. Donc si mon diaphragme bouge pas très bien, ça va limiter un peu ses mouvements. Voilà, travailler sur le diaphragme et la mobilité du diaphragme, ça va aussi contribuer à favoriser ce qu'on appelle le péristaltisme, c'est-à-dire le mouvement naturel des organes digestifs qui amène le bol jusqu'à la sortie. Ok. Donc la structure, la fonction, peut-être c'est la digestion. Je prends un exemple. Oui. Et la structure, comment elle est dans l'environnement, plutôt le setting ou le setup. J'essaie de trouver un exemple un petit peu plus facile. Structure, fonction. Moi je dirais ça a toujours remonté la digestion et l'estomac dans des problèmes. Interrelation. En tout cas, c'est ce principe, interrelation, structure et fonction. Structure, c'est l'organe ou l'articulation, etc. Et la fonction, c'est ce qu'on fait avec, ou le mouvement, etc. Et ça donne deux grandes familles d'ostéopathes, ceux qui vont surtout modifier la structure, et d'autres, ceux qui vont aller sur la fonction, qui est plutôt le mouvement, et plutôt ce qu'on peut appeler simplement le mouvement inhérent à un muscle, un os, parce que quand on le touche, quand on affine son toucher, un muscle, un organe, un os, ça bouge. Et ça, c'est ce qui est assez magique. Donc ça donne deux sortes d'ostéopathes, celui qui va juste pousser la structure, et celui qui va aller accompagner un mouvement comme ça, subtil, qui correspond à un mouvement un peu de la vie, quoi. Ok. Ça va, ça ? Oui. Non, mais c'est clair, parce que j'étais... quand tu me racontes ça, en fait, j'imagine mes séances d'ostéopathie, et c'est vrai, parfois, en fait, t'as cette chose-là où tu cherches à modifier, t'as l'autre où tu suis des choses, et... Voilà. C'est là où tu peux savoir un peu, parce que t'as expérimenté les deux, tu vois. Oui. Tu vois bien qu'on n'est pas les mêmes personnes, et qu'on fait pas les mêmes choses. C'est vrai, ouais. Et que peut-être que le résultat, il est pas le même, parce que le but, il est pas tout à fait le même, mais en tout cas, la méthode, tu vois, quelqu'un va être beaucoup plus actif sur la structure, justement. Par exemple, il va te manipuler, il va te masser, il va bouger une articulation, il va être
très actif sur toi. Et moi, avec toi, par exemple, tu l'as expérimenté, je vais être beaucoup plus... Je vais poser mes mains et je vais faire varier 2 paramètres qui vont être la façon que j'ai appuyé sur la peau, ça va être la densité, puis je vais contracter mes doigts, ça va faire de la chaleur, ça va être de la tension. Et avec ces 2 paramètres-là, je vais essayer de me mettre au niveau de ces 2 paramètres, densité et tension de ce que je touche, un muscle, un estomac, et à ce moment-là, il va se passer un truc, c'est que il va y avoir un mouvement qui va partir. C'est une technique d'écoute, tu vois, tu te mets à l'écoute de ce que tu fais, et à ce moment-là, tu suis ce mouvement, et à un moment donné, il y a une action de libération, de chaleur, de détente, et c'est ça qui, pour moi, redonne du mouvement. C'est comme ça que je redonne du mouvement. C'est plus avec cette technique d'écoute, plutôt que d'imposer une force extérieure qui parfois fonctionne, et ça fonctionne très très bien, mais ça dépend des sensibilités des gens. Et toi, tu l'as expérimenté, ce deux types de techniques. Oui. C'est vraiment, je crois que je t'ai bien résumé techniquement comment ça fonctionne. Oui, c'est vrai. Mais là, la sensation que j'avais après la séance, c'est que j'étais tout rouge. C'était tout rouge, j'avais des sensations un peu bizarres dans tout le corps. C'est que il y avait des trucs qui ont changé. C'est comme si des énergies j'avais des sensations un peu spéciales. Mais après ça, c'était la première séance. Et après, c'est comme si la première fois, c'est toujours. Mais après, c'était ça va, hein, ça fait du bien. Si j'ai des moods doux, surtout que ça part. Mais cette première fois, en fait, où t'as vraiment, waouh, ça c'est énorme. Mais je pense que l'ostéopathie, c'est comme la vie, c'est des rencontres, quoi. Donc, est-ce que lorsque une première fois il se passe quelque chose, est-ce que il va se repasser quelque chose d'aussi bien? Et il faut, dans l'idéal, pas rechercher à refaire. Il y a des patients que je vois des fois très régulièrement, et vraiment j'essaye de faire en sorte de pas recommencer les choses. Mais c'est vrai qu'il y a des consultations qui sont assez incroyables, et tout autant que le patient, moi je peux être vraiment touché par ce qui se passe, quoi. Tout simplement parce que ce que je vais rechercher, ça va être une certaine forme de détente, à faire abaisser la tension. Je fais la blague de me dire que je m'appelle la prise de terre. La prise de terre, c'est celle qui prend la tension et qui la ramène dans la terre et tout et tout. Et lorsque je sens que cette tension, elle fond, elle s'en va, quand je sens le bien, et quand la personne ressent une sorte de bien-être, et ben ça fait comme un petit shoot de bien-être en moi, quoi. Je ressens ce qu'elle ressent. Et parfois, ça fait des tripes. Et je sais très bien, je me souviens que, et toi et moi, dans cette consultation, on était un peu surpris, quoi. C'est vrai. Et tu m'as dit des choses que tu m'as dit, mais toi, t'es un freak control, tu te laisses pas aller facilement, tu vois. C'est que j'essaie, mais tu te laisses pas aller, en fait. Cet esprit de samouraï. Je dis, ouais, le jujutsu samouraï, peut-être. Ça t'a plu, l'image t'a plu. Et en même temps. Ah, mais c'est vrai, c'est ce que tu as dit, c'est vrai. C'est que quand je me laisse manipuler, je me laisse pas aller facilement. Mais et en même temps, si tu t'étais jamais laissé aller, il se serait jamais rien passé. Or, ça a voyagé. Ouais. Tu vois, on est passé d'un état de corps à un autre état de corps qui a provoqué des sensations étranges pour toi. Mais si tu avais été juste dans la résistance, ce qui arrive, ça peut arriver. Je peux avoir quelqu'un avec des tensions et la communication se fait pas, la personne elle a besoin de ces tensions pour continuer, quoi. Il y a des gens qui peuvent pas lâcher. On crée une tension pour se mettre debout, pour se lever le matin. Et certaines tensions sont indispensables. Par contre, dans les moments de fatigue, il est important, le fameux mot lâcher prise. En fait, ça a beaucoup de sens dans le corps. Si tu avais été que dans la résistance, je pense ce qui a dû être chouette dans cette consultation, c'était que justement, tu rencontres la personne, tu ressens qui elle est, dans le dialogue que tu arrives à instaurer avec elle, il y a peut-être cette résistance, mais à un moment donné, pouf, ça part. Et je suis persuadé que ça n'a pas été que cette impossibilité à être à lâcher le self-control. C'est pas possible. Sinon, on n'aurait jamais pu faire quelque chose. C'est vrai. Pour moi, c'est un espace de rencontre. C'est un espace de transformation. C'est pour ça que c'est... Et c'est aussi... C'est comme un art, quoi. C'est-à-dire que, oui, j'ai donné les principes de l'ostéopathie, etc., etc. Sauf qu'ensuite, on fait sa propre ostéopathie. Et pour moi, c'est un peu comme une scène. C'est-à-dire que... Oui, je confirme. C'est-à-dire que j'ai besoin qu'il se passe un petit quelque chose. J'ai besoin qu'il y ait un petit grain de sel. Et parfois, je me dis, ah merde, là, j'ai mis 1h30, là, c'était un peu long, quoi. Mais j'ai envie de rencontrer la personne. Et je fais ce métier-là
comme je faisais mon métier d'avant. Et c'est pas un gros mot de dire je le fais comme un artiste, mais parce que c'est ce qui me fait vivre, quoi. Et donc, des fois, il se passe des choses exceptionnelles, qui sont vraiment fortes. Et puis, oui, il faut aller travailler tous les jours et recommencer les petits miracles. Faut être humble, quoi. Des fois, on fait des petits miracles. Des fois, on va travailler. Et puis les jours où on sent moins de choses, j'utilise d'autres techniques, des choses beaucoup plus dans la matière, etc. Et on arrive quand même à soulager les gens, quoi. Oui, ouais. Non, mais c'est tout à fait. J'ai envie de dire, c'est tout à fait normal parce que chaque corps, c'est comme chaque personnalité. Chaque corps, il est vraiment différent. Chaque corps, c'est la discussion avec lui, avec la toucher et tout. Elle est vraiment spécifique à ce corps-là, à cette personne-là, en fait. C'est une rencontre entre c'est une rencontre. Le praticien et le patient, quoi. Et je sais pas ce que. C'est une sorte de thérapie avec le corps. Ah, c'est déjà. Tu parles, mais tu parles avec tes mains. Déjà, il y a un rapport aux mains et à ce que tu ressens avec les mains et ce qui va se passer quand tu vas le toucher. Pouvoir du toucher, c'est incroyable. Moi, je trouve que et le toucher, quand je pense toucher, je pense massage aussi. Hein. Je trouve que c'est un luxe incroyable, se faire toucher. C'est dans cette société où on peut parfois se sentir seul, ou dans cette culture où le corps peut être un petit peu mis de côté, voire complètement volontairement ignoré. Je pense à une religion, chose comme ça, tu vois. Mais oui, c'est un luxe de se faire toucher, d'avoir quelqu'un qui est là pour ton bien-être. Et voilà, je trouve que c'est un job incroyable. On va dans le métro, on voit des scènes, on voit des gens dans la rue, on voit des incivilités, on prend une voiture, on insulte son voisin, et ça je le vois. Et quand je rentre dans le cabinet, je me dis waouh, ce qui se passe là, ça n'a rien à voir. D'un seul coup, moi je suis la personne qui va venir là. C'est pas toujours facile, mais la première idée c'est, elle va avoir toute mon attention et je vais faire tout mon possible. Et je suis là pour elle, quoi. C'est un peu idéaliste, mais non, mais Et ça, c'est exceptionnel. À quel endroit ? Il y a d'autres endroits, il y a des associations, il y a des... Mais c'est un petit bout de paradis, quoi. Ouais, tu dis, j'ai envie d'aider cette personne-là aujourd'hui, ce soir. Oui. Ouais. J'appelle ça le syndrome du Saint-Bernard, tu vois. Tu sais ce que c'est, un Saint-Bernard ? Non. Un Saint-Bernard, c'est un gros chien dans les montagnes, tu vois, c'est un très joli chien, comme ça. Et il a un collier avec un petit tonneau, là. Ouais. Avec du vin à l'intérieur. Ok. Et c'est un chien de secouriste, tu vois. Ok. Donc c'est le syndrome du Saint-Bernard, c'est-à-dire que pour être un thérapeute, il faut avoir un petit peu de ça. Il faut avoir, comme on peut avoir d'autres, un complexe de supériorité. Le syndrome du Saint-Bernard, c'est que si jamais quelqu'un a besoin d'aide, tu peux être sûr que c'est toi qui as le réflexe, quoi. D'accord, ok. Mais déjà arrivé d'être dans des situations où t'es plus tellement maître de toi-même parce que tu t'es un petit peu amusé, tu as bu, etc. Et là, d'un coup, on m'a retrouvé. On dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Je viens de masser les pieds d'une fille parce que elle a mal aux pieds. Il me dit, mais c'est n'importe quoi. Je dis, mais non, mais elle a mal aux pieds. Tu vois, c'est vraiment... Ouais. Après, il y a des expériences dans la vie qui font que t'es pas comme ça tout le temps. Moi, si on m'avait dit à 25 ans, tu vas être dans un endroit où tous les jours, les gens ils vont dire j'ai mal, je suis pas bien, je suis stressé. J'aurais dit mais non, quoi, ça va pas, non ? Non, j'ai pas besoin de ça. Non, ce que j'ai, ça me suffit déjà. Non, mais tu imagines pas ça. T'as envie d'avoir le sang qui bouillonne, t'as envie de ressentir des choses, etc. Mais certainement pas. Enfin, comment tu vas à 25 ans, tu te dis comment je vais m'en sortir si je vois tous les gens, des gens qui vont pas bien. Et puis il y a des expériences dans la vie. Maintenant, j'en ai bientôt 50 qui te change, qui modifie des choses quand d'un seul coup tu fais l'expérience de la perte de quelqu'un, ce sont potentiellement des expériences qui vont changer ton rapport à l'autre et qui vont révéler en toi des qualités ou des syndromes, parce que c'est un peu les deux, quoi. C'est à la fois une qualité et à la fois il faut faire attention à ça, parce que le syndrome, faut pas masser les pieds de toutes les jeunes filles qui ont mal quand tu es un peu bourré, quoi. Ouais. Voilà. Donc et puis il faut faire aussi attention parce que il faut être à la juste place. Ça, c'est quelque chose que je dois travailler, par exemple, dans cette façon très empathique que j'ai de faire ce métier. Je suis un jeune ostéopathe, je suis un bébé ostéopathe. Même si ma vie, mon âme, j'ai la sensation d'avoir eu plusieurs vies, et pour ça, d'être vraiment à la bonne place,
Pourquoi ? Parce que simplement, quand les gens maintenant arrivent en me disant je suis un burn-out ou j'ai vécu telle épreuve, etc., j'ai l'impression d'être complètement à ma place. En tout cas, d'être en capacité d'entendre, pas de comprendre tout, mais en tout cas de pas juger, et puis surtout cette idée du safe space, pour reprendre des mots un peu techniques. Safe space. Le safe space. Mais si, j'ai eu l'impression que tu aimais bien les termes un peu techniques, c'est un peu trendy, tu vois. Ouais. Et le safe space, oui, mais un espace de sécurité, quoi, tu vois. Oui, mais dans ce contexte-là. Bah, dans ce contexte-là. Et les gens, parfois, peuvent pas se rendre compte que c'est... Tu vois, au début, une séance d'ostéopathie, ça commence par un entretien, on appelle ça l'anamnèse, et il est complet. C'est-à-dire que ça fait l'historique de tout ce qui t'est arrivé, de tes fractures, de tes opérations chirurgicales, des médicaments, des maladies que tu as eues. Et à côté de ça, je vais poser plein de questions. Est-ce que tu fais des maux de tête Et puis pour les femmes, pour le gynéco, les choses comme ça, c'est exhaustif. Et en dehors de ça... aussi besoin de savoir qu'est-ce qu'ils ont traversé les 6-12 derniers mois en termes d'émotions. Est-ce que ça va ? Est-ce que il y a eu... C'est quoi comme colère ? Enfin, il y a eu de la colère, il y a eu de la tristesse. Parce que ça, pour moi, ça a aussi un impact sur ça coûte de l'énergie. Ça peut aussi s'imprimer dans le corps. Quelqu'un qui est stressé, il va se renfermer. Comme le brace position, brace. Brace, ok. Brace. Oui, tu vas te remettre, tu vas t'enrouler les épaules, tu vas te pencher vers l'avant. Ce qui fait que les gens disent j'ai toujours le dos courbé. Je dis, mais non, en fait, c'est un mouvement naturel. Je veux dire, quand t'as besoin de te replier sur toi, c'est que t'as besoin de te sécuriser. Et du coup, au lieu d'essayer de te redresser en me disant faut que je me redresse, ben non, je leur dis non, prenez n'importe quoi, une peluche, un chat, vous mettez comme ça sur le sternum et puis vous respirez et puis je prends plein d'exemples. Ça c'est la ronron-thérapie, mais ça peut être la prière, ça peut être, je sais pas, la méditation, mais quelque chose de physique, quelque chose qui fait que tu sens qu'il y a quelque chose qui se détend, qui respire, qui gonfle. On a envie c'est ça le côté ostéopathique, tu vois. J'ai l'anatomie dans la tête. Et je me dis, tiens, il est serré ici, ça veut dire que ça circule pas bien, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de sang, il n'y a pas assez de chaleur. Donc hop, je pose mes mains, et en fonction du corps et de la personne, ben, je vais appuyer, ou je vais contracter, je vais mettre plus de chaud, ou juste à la surface, pour redonner un état un peu plus détendu, neutre, tu vois. Mais ça, c'était pour donner un exemple de l'effet des émotions sur le corps. Ouais. Ça laisse... magnifique. Non, mais c'est énorme. Ça m'a fait voyager toute ta voix avec toutes ces histoires-là, c'est juste magnifique. Ouais. Bon, ça va, si on arrive à trouver des petits fils comme ça. Ah non, mais et je me souviens très bien de la première séance, c'est que quand on a parlé tous les deux, tu m'as dit, la première question tu m'as posée, ça va le travail, Safouane ? J'ai dit, pas mal. Ouais, tu m'as dit pas mal, on va parler. Du coup, ouais. Mais je pense qu'on s'est pas vraiment tout dit, mais t'avais suffisamment la capacité, ou plutôt l'intelligence émotionnelle pour comprendre des choses ou voir des choses que moi-même j'arrive pas à les exprimer, peut-être. Et en même temps, ça a résonné. Ça a résonné. C'est vrai. C'est ça qui m'a marqué, moi. Ouais. J'ai dit, mais cet entretien-là, cet échange-là, après la séance, et on a parlé un tout petit peu juste après la séance, tu m'as dit des choses qui m'ont vraiment, j'ai dit, mais franchement, c'est vrai qu'il a vu des choses, il a ressenti des choses, et c'est ce qu'il dit là, c'est vrai. C'est vrai que j'ai besoin de ça, c'est vrai que j'ai besoin de ça, c'est vrai que... Franchement, tu m'as dit des choses qui m'ont... Je dis, waouh. Et le truc, c'est que je me souviens plus du tout, tu vois. Non, mais c'était sur le moment. Non, mais dans le sens où c'est vrai que ce qui est assez incroyable avec ce métier, c'est que je suis pas un psychologue, hein. Je suis pas un médium. Je suis pas du tout. Par contre, vraiment, je parle que du corps et du dialogue qu'on arrive à installer, toi et moi, tu vois. On va dire, tiens, je vois Safouane arriver et je dis, oh là là, c'est quoi ça ? Il y a de la boxe, tu vois, un petit trapu, poilu, moi qui me présente en disant que je fais les bébés, les femmes enceintes, tu vois, je me dis, qu'est-ce qui va se passer, quoi ? Et il va me dire, vas-y, éclate-moi dans tous les sens, fais-moi craquer. Et moi, je lui dis, j'ai une compétition demain, là. Oui, mais c'est un peu, j'essaie de lutter aussi contre ce préjugé que je peux avoir, parce que ce qui est complètement débile, en plus, parce que j'ai été sportif très longtemps, mais après j'ai
j'ai un peu, j'ai l'impression que aujourd'hui, je pensais que on soigne avec ce qu'on a de commun avec la personne. Ça te parle, ça? Ça, c'est très très intéressant. It makes sense. On soigne avec ce qu'on a en commun avec la personne. C'est-à-dire que si je vois Safouine arriver, je me dis ouais, on dirait qu'il fait du rugby, il me dit qu'il fait de la boxe, mais du jujutsu. Du jujutsu, je sais pas. Quand le dialogue qu'on peut avoir ensemble, est-ce que ça va fonctionner, quoi? Est-ce que la densité que je vais trouver dans sa cage thoracique, parce que il fait une préparation physique, il fait peut-être de la muscu, il fait, tu vois, tu construis ton corps comme tu le veux. Ouais. Sauf que moi, pour modifier quelque chose, il faut que j'ai avec mes petits doigts, ma petite pression, mes petites contractions, quoi, et ma petite conscience, ma petite personnalité, tu vois. Donc, est-ce qu'on va trouver, est-ce qu'il va se passer quelque chose, est-ce que ça va se mettre à bouger, quoi. Et tu es un parfait contre-exemple et ça m'est arrivé avec plein d'autres hommes, type rugbymen, etc. On peut arriver en étant très très différents, mais d'un seul coup, il y a un dialogue, un accord palpatoire, ça s'appelle. C'est-à-dire, d'un seul coup, tu poses tes mains, t'attends et il se passe quelque chose. Et on arrive à faire une séance d'ostéopathie. J'ai pas envie de dire soigner ou traiter ou, tu vois. Mais à parler. C'est un vrai échange on arrive à avoir une conversation avec le corps. Oui. Tout en étant sûrement très différent, mais il y a un endroit où où on était pareil. Et je pense que, te concernant, c'est sûrement sur une sorte de profondeur, de douceur, c'est des grands mots, hein, mais c'est à cet endroit-là qu'on s'est peut-être trouvé, de sincérité, voilà, de vérité aussi, ce qui t'a marqué dans la séance, c'est-à-dire le fait que je te dise ce que j'avais ressenti par rapport à toi. Et en effet, je me souviens pas précisément de ce que j'ai dit. Je me souviens du samouraï. Et c'est ce côté un peu carapace, etc. Et en même temps, on a dépassé la carapace, tu vois. Oui. Sinon, t'aurais jamais pu, toi, te sentir différent et te sentir un peu, complètement un peu vaseux. Moi, j'ai déjà eu, moi, en tant que patient, ça me fascinait, ce truc de crânien, là. Ah là, je dis le mot, ostéopathie crânienne. Ouais. Et je me souviens qu'en tant que patient, il y avait des gens... J'allais voir des ostéopathes très très différents, j'ai dû en voir une centaine, mais je savais pas du tout ce qu'ils faisaient, hein. Je savais très bien qu'après que j'avais pas mal. Par contre, il y en avait certains, ils posaient leurs mains sur ma tête, et après ce genre de séance-là, j'avais la sensation que ma conscience, elle était différente. C'est-à-dire que je sais pas, comme si on se réveillait d'un rêve, ou comme si, ou au contraire, comme si on avait une légère ivresse, tu vois, quelque chose qui modifiait vraiment. Et ça, je trouve ça assez fascinant. Changer un peu une conscience, changer un état. On ne sait pas si c'est de la conscience ou si on a abaissé une tension, tu vois. Mais en tout cas, c'est la première fois que j'ai vu ce que ça provoquait chez des patients, chez des gens. Là, je me dis, waouh, ça m'intéresse, ça. Cette espèce d'état de détente, particulièrement dans le milieu de citadin, tu vois, de capitale, surtout, où les gens sont stressés, ils arrivent pas ils sont hyper actifs. En plus, même eux, des fois, le désirent, tu vois. Enfin, veulent être tout le temps en action. Enfin, bref. Et c'est comme ça que je considère ce que j'ai envie de faire dans une séance, c'est justement ça, c'est de permettre à la personne de se reconnecter à ses sensations, parce que si elle est là, c'est qu'elle a mal. Si elle a mal, c'est que elle est pas en relation avec son corps, qu'elle a pas écouté les messages, elle ressent pas son corps, et le seul moyen qu'il a de lui dire il y a un truc qui va pas là, c'est d'envoyer de la douleur. Et pendant une séance avec moi, c'est l'idée en effet, c'est pas de la somato, tu vois, c'est pas de la sophro, mais en tout cas, par le fait de mettre mes mains à certains endroits, de passer plus ou moins de temps, c'est de lui redonner une conscience de son corps, et puis peut-être de lâcher des tensions, de modifier des qualités de tissu, passer d'un état très tendu à détendu, hein, simplement. Peut-être que ça va lui donner un ressenti, tu vois, de son corps global pour fonctionner et partir tout seul dans la vie. Magnifique. Non, mais c'est super intéressant. Et c'est 5 ans d'études, c'est ça? On fait 5 ans d'études. Ouais, c'est 5 ans d'études. C'est long quand même. Hein. C'est très long. Ouais. C'est très long. Mais si tu regardes bien, tu fais rien. Tu fais rien en dessous de 3 ans. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux vraiment apprendre un job du début jusqu'à la fin, t'as rien. Tout se fait en 5 ans.
3 ans, le plus intéressant, c'est infirmier, tu vois, coup de diplômant, etc. C'est pas ce que je voulais faire, mais sinon, j'ai bien regardé. Tu peux pas apprendre un métier sans 5 années d'études. Et là, c'est 5 ans, c'est un certain coût, c'est divisé d'une certaine manière. T'as 3 ans où tu fais beaucoup de théorie, puis tu apprends les techniques. Et puis, t'as les 2 dernières années, 4 et 5, où là, t'es dans l'école de la clinique. T'as la clinique de l'école, plutôt. Et tu commences à traiter des patients et te former, entre guillemets, sur le tas, quoi. Tu vois. D'accord, ok. Mais avant ça, toute la partie pratique, vous le faites comment ? Il n'y a pas. En fait, on travaille les uns sur les autres. Ok. Tu vois, on se met en petite tenue et on travaille à 2. Des fois, on échange carrément. En fait, les salles de classe, elles sont... t'as pas de table, mais t'as que des tables d'ostéopathie qui deviennent des tables sur lesquelles t'écris, etc., etc. Et ensuite, quand on est dans le cours pratique, hop, en petite tenue, et puis à toi, à moi, à toi, à moi, à toi, à moi, et en fonction de ce qui est... Tu te fais masser tous les jours quand t'es étudiant. C'est pas mal, ça. Ouais. Sauf que non, c'est ça. Tu rentabilises ton... Ben non, mais ostéopathie, c'est pas du massage. Oui. Non, mais je sais. Mais on va arriver à ça. Parce que c'est une blague. C'était une blague d'un ami très proche. Tu vois, d'un chorégraphe que j'adore et qui me dit il faudra que je vienne me faire masser. Je dis mais non, c'est pas du massage. Alors que pendant les années là, tu te fais plutôt manipuler, t'apprends la manipulation. La manipulation dont je te parlais, très dans la matière, très articulaire, c'est le permis. Il faut savoir manipuler pour sortir, pour avoir ton diplôme. Et quand tu te fais manipuler par des gens qui savent pas manipuler, tu te fais déboîter, quoi. Tu sors. Et en général, au bout de 1 ou 2 ans, on peut avoir des douleurs qui n'existaient pas. C'est horrible. Et d'ailleurs, même, je crois que les gens, des fois, mettent plusieurs années pour s'en remettre en disant non, tu ne touches plus. Oui. Exactement. Les fameux, justement, les manipulations sur le bassin, sur les lombaires. Tu sais, quand on cherche absolument à te faire craquer et que. Et là, tu craques vraiment. Tu craques plusieurs fois. D'ailleurs, c'est un peu comme se faire craquer les doigts. Maintenant, je sais que c'est très facile. Je le montre tout le temps aux patients. Je fais Ouais. En fait, j'ai une question par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passe dans le corps quand tu craques ? Quand tu craques, techniquement, ouais. Une des explications, ce serait que une articulation, c'est 2 os surfaces comme ça qui sont congruentes, c'est-à-dire qui sont plaquées l'une contre l'autre, et là, il n'y a pas d'espace entre les deux, tu vois. Dans l'articulation, elle est entourée par une capsule, et tout ça est sous vide. Et quand tu vas faire une manipulation articulaire, tu vas très rapidement écarter ces 2 surfaces, et ça va créer une petite bulle de gaz qui va faire... Voilà, ça c'est une des explications. Et c'est pour ça que, par exemple, quand je suis avec un patient, je vais manipuler une cervicale, et peut-être 5 minutes après, je vais lui remontrer la même chose, quoi. Tu vois ? C'est en ça que tu ne soignes que avec ce que tu crois, parce que moi j'ai l'impression que des fois c'est intéressant d'avoir d'aller donner de la grosse manipulation. Quand t'as jamais été manipulé, c'est intéressant d'aller manipuler des lombaires et de retrouver plus d'ampleur, mais sinon, en dehors de ça, c'est vraiment comme se faire craquer les doigts, quoi. D'accord, si t'es déjà un petit peu souple, t'as pas besoin de ça, quoi. Et pourquoi on dit parfois que c'est pas bien de le faire ? On dit ça, hein. Oui, mais tout dépend après l'explication, mais on dit que craquer parfois, c'est pas top. Alors, oui, pareil. Moi, je l'ai entendu pas mal de fois. Hein. Ouais, écoute... T'as des gens qui te sortent des explications un peu... Ouais, je pense que si tu regardais dans les études scientifiques, ils diraient que c'est des conneries et que c'est... en tout cas, il n'y a pas de... C'est pas ça qui va amener que tu as de l'arthrose ou que tu as des problèmes ou que tu vas pas te disloquer, etc. Par contre, le crack, c'est un truc énorme en ostéo. T'as des gens qui ne jurent que par ça. T'as des patients ou des ostéopathes qui, si ça ne craque pas, il s'est rien passé. C'est un peu le côté Saint Thomas, tu vois. Je ne crois que ce que je vois. J'entends. Que j'entends, du coup, tu vois. Et pour eux, il peut y avoir des séances où je vais faire des choses très, très tranquilles, etc., très douces. Et si à la fin, je fais juste un petit thrust. Un thrust, c'est le nom d'une manipulation articulaire. Un thrust ? Un thrust. Et ça s'écrit thrust. Ah, thrust. Thruster. Okay. Si on fait un thrust, ok. Un thrust, il y a personne, elle fait Ouais. Et là, elle attendait ça. S'il n'y avait pas eu ça, il aurait manqué un truc. Et à l'inverse, t'as des gens qui vont dire « j'aime pas quand ça craque, ça me fait peur. » Et tu dis « mais non. » ça... En fait, les deux
les extrémistes, ils me font peur, en fait. Celui qui arrive dans le cabinet, qui me dit « Allez-y, je veux que ça pète !» Je fais « Oh là, ok, d'accord. » Et là, j'ai l'impression d'être partiel, tu vois. Allez hop, cervical, lombaire, thoracique, côte. Et puis, la personne me dit « J'aime pas qu'on me... Ça me fait peur. » Et je dis « Non, c'est dommage. » Parce que la personne qui arrive pour une douleur, on va dire, dans les épaules, tu vois, près du cou, je me dis « Si je lui pète pas sa côte, c'est dommage. » Oui. C'est dommage. Oui. Et donc, l'idéal, c'est de pouvoir utiliser toutes ces techniques-là, mais des gens qui, profondément, sincèrement, sont capables de faire les deux, c'est super rare. C'est comme si, je sais pas quelle autre métaphore on pourrait avoir, mais être capable d'utiliser ces deux types de techniques, tu vois, d'être autant structurel que fonctionnel. Moi, je crois que je suis 80%, 85% fonctionnel, c'est-à-dire méthode fascia, et structurel. Des fois, manipuler, ne pas le faire, c'est une erreur. Mais t'as avec l'ostéopathe, t'as le cryopracteur. Le chiropracteur. Cryopracteur. Ouais, le chiropracteur. Le chiropracteur en français. Et ça, c'est quoi la différence entre les deux ? Déjà, j'ai une question avant ça. C'est quoi la différence entre un kiné et un ostéopathe ? Alors, c'est très simple. Okay. Un kiné, c'est quelqu'un qui intervient par ordonnance d'un médecin. Tu vas chez un médecin, il te dit tiens, vous me faites 10 séances de kiné pour douleur de dos. Et en gros, le kiné, il est là il a des protocoles qu'il va adapter à chaque patient pour plutôt de la rééducation. De la rééducation suite à une fracture, soit ça a une tendinite, soit tu vois, il va suivre la volonté du médecin avec des méthodes de kiné. Et ça va être du renforcement, des étirements. Maintenant, de moins en moins, mais normalement, à la base, les kinés, c'est des masseurs kinésithérapeutes. Voilà. Et l'ostéopathe, ça n'a absolument rien à voir. Déjà, le kiné, tu le vois une fois par semaine, c'est remboursé par la sécurité sociale et tu le vois à 20 minutes. Ouais. Un ostéopathe, c'est pas remboursé, c'est remboursé par la mutuelle et tu le vois le moins possible. Voilà. Et lui, l'ostéopathe, il va, suivant quel type d'ostéo, il va utiliser des techniques, te tester, il va te tester un peu, il va regarder où est-ce que ça bouge pas, où est-ce que c'est froid, où est-ce que c'est dur, et il va travailler sur toi pour faire en sorte que tu bouges mieux et que d'un seul coup la douleur elle s'efface. Soit des fois on va travailler directement là où on a mal, où t'as mal, parce que c'est là où c'est spasmé, c'est là où ça a besoin d'être libéré, mais très très souvent la différence c'est que par exemple si t'as mal à ton épaule droite et si je trouve que c'est ton côté gauche qui est très tendu, je vais aller travailler ton côté gauche pour entre guillemets équilibrer les deux quoi. D'accord. Et c'est en ça que ça n'a rien à voir avec de la kiné, tu vois, c'est cet aspect. Je dis pas absolument pas que les kinés ne réfléchissent pas, hein, mais en tout cas, c'est pas la même discipline. D'accord, ok. On adapte, eux aussi ils adaptent, mais pour nous chaque traitement est différent, tu vois. D'accord. Non, mais je vois. Mais l'ostéopathe, il est pas. Généralement, tu vas pas trouver un médecin qui va te dire va voir un ostéopathe. Généralement, non. Je pose la question. Il y a de tout, hein, il y a de tout. Généralement, quand t'as des douleurs, un kiné. Oui, ça dépend de l'ouverture d'esprit du médecin. Parce que c'est pas remboursé non plus, c'est ça aussi. Oui, puis surtout, peut-être qu'il connaît pas du tout l'ostéopathe. Oui. L'ostéopathie. Mais, et puis il n'y a pas que ça. On disait chiropraxie, on en parlera juste après. Mais oui, t'as des médecins, je connais les médecins qui sont plutôt jeunes, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que des jeunes médecins qui pensent que l'ostéopathie c'est bien, mais en tout cas qui connaissent et qui savent aussi ce qu'on apporte aux patients, simplement du temps. Ce qu'ils ont pas, eux, tu vois. Ils te traitent en 15 minutes. Comme je te disais que se faire toucher, c'est un luxe et que c'est beau, mais le temps aussi, c'est un luxe et c'est beau. Quelqu'un qui vient dans le cabinet et qui juste le fait de parler de soi, ça fait partie du processus de guérison aussi. Je pense c'est Sigmund Freud qui soignait pas mal par la toucher. Freud quand il a commencé la thérapie et tout, il touchait ses patients. Et le premier cas c'est elle qu'elle a inventé le mot the talking cure, la thérapie par la parole. Le cas Anna O, et elle a commencé, elle avait un souci, je sais pas exactement, donc lui il a commencé à la toucher, t'as mal où et tout, et après elle lui a dit ne me touchez pas, écoutez-moi. Elle a commencé à parler, et après 30 minutes elle a dit je me sens mieux.
Non, mais et ça, c'était Anao, The Talking Cure. Ouais, Donc, mais- pour te dire que lui, c'était parmi les médecins à l'époque qui touchaient ses patients. T'as mal où? Ici, ok, c'est pas juste la consultation par la parole et Ah tu ouais, vois, je savais pas du tout. Ouais. Je savais pas du tout. D'ailleurs, bon, apparemment, elle a préféré parler, mais mais ça me fait, j'ose pas dire, mais il y a eu un film là-dessus. Il y a eu un film avec Keira Knightley qui joue la fameuse patiente. De Anao. Mhm. Ok, ouais, je connais pas. Bah oui, mais j'ose pas le dire parce que c'est vraiment genre, oui, j'ai vu le film, quoi. Ah. Mais c'est sur quoi le film? C'est Sur Freud. Sur l'invention de la psychanalyse. La psychanalyse, ouais. Et surtout, je pense, sur la première patiente, notamment Calisteri, les fameux cas voilà, de ce qui touchait La névrose. névrose des femmes de cette époque-là. C'était qui le médecin français qui a démontré, qui en pensait la névrose à l'époque? C'était à l'origine. Il n'y avait pas un médecin français, un neurologue français qui travaillait, qui. En tout cas, il y a le travaux. Jacot, non? Charcot. Charcot. En fait, très célèbre parce qu'il a notamment pris des clichés de ces femmes dans des crises. Et ces clichés sont incroyables. J'ai même connu un chorégraphe extraordinaire qui avait fait une pièce à partir des photos hystériques de Charcot. C'est-à-dire elles avaient il y a une photo très connue déjà de Charcot qui détenait une patiente comme ça. Il faisait en fait la démonstration que c'est pas en lisant, il y avait l'hypnose et tout, donc ça vient pas de ça. Voilà qu'elle est sous hypnose. Elle commence. Voilà, c'est très connu comme. Oui, mais elles sont. C'est fin du. Et Freud, ils étaient parmi les gens. Bah, c'est un contemporain, je pense. Ouais. C'est énorme. Parler de ça. Ouais. Elles sont très belles. Ouais. Elles sont incroyables. Revenons au cryo. La chiropraxie. Oui. La chiropraxie, c'est pas difficile. Tu vois, l'ostéopathie, ça a été inventé genre en 1872. Et puis, il y a eu une école qui a été créée. Puis après, il y a eu des gens qui sont sortis de cette école. Et puis un jour, il y a des gens qui disent, moi, je fais pas de l'ostéopathie, je vais faire de la chiropraxie. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, moi, je vais plutôt utiliser les techniques sur le rachis de manipulation, je vais plutôt prendre cet axe de vue, cet angle de vue, et puis moi je fais de la chiropraxie. Ça arrive pour plein d'autres choses, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que ça s'est développé. La chiropraxie, c'est un petit de l'ostéopathie. On a tendance à penser que la chiropraxie, la base de travail, c'est le système nerveux, et le rachis notamment, système nerveux qui sort par les trous des vertèbres, etc. C'est dans leur tête. Enfin, comment dire, c'est dans leur axe de travail, leur façon de réfléchir. Sauf que en ostéopathie, c'est pareil. On a aussi on pense aussi à ça, évidemment. Quand je pense à tes muscles, je sais par quel endroit ils sont. Quels sont les nerfs? Par exemple, ton quadriceps, il va sortir entre tes vertèbres L2, L3, L3, L4. Tu vois, ça, c'est des connaissances anatomiques. C'est en ça que 5 années, c'est beaucoup, mais c'est incroyable ce qui se passe dans ta tête. Genre, j'ai des connaissances médicales, anatomiques, qui sont dignes d'un médecin. Et je pèse mes mots. Je suis aussi bon qu'un étudiant en médecine sur la sémiopatho, c'est assez incroyable. On a un super niveau. Donc c'est vrai que 5 ans c'est beaucoup, mais c'est une révolution dans ta tête. C'est incroyable. Ouais. Voilà. Est-ce que tu vois un peu la chiropraxie? C'est des manipulations et ils ont des petites tables. Il y a beaucoup plus de manipulations. Moi j'ai essayé les deux, mais bon. Ouais. Et alors qu'est-ce que tu dirais? En fait, moi je dirais que le fait de craquer tout le temps, ça te fait du bien, mais sur le moment, mais après, tu sens pas vraiment le changement. Mais avec l'ostéopathie, c'est que tu as vraiment un changement qui s'étale. Il s'étale sur des jours, même des semaines, tu vois. Oui, c'est que tu vois le changement de ton corps, il arrive petit à petit, il y a des choses qui... Mais ouais, le craquement, le cryopracteur, c'est bien ça. Cryo. Non, mais c'est drôle parce que c'est chiro, c'est chiro, pardon. Mais c'est drôle parce que c'est comme si les gens ils criaient à chaque fois qu'on les manipulait, tu vois. Cryo. Non, mais tu cries quand tu te fais craquer. Comme un karatéka, chiropracteur. Le chiropracteur. Chiropracteur. Parce qu'en anglais, c'est chiropractor. Chiropractor. Oui. Et oui, donc t'as fait les deux. Donc tu vois, moi je connais des chiropracteurs, mais j'ai jamais T'as jamais essayé, toi? Non, j'ai jamais essayé. Donc j'en ai parlé avec lui parce que
au début, on dit oui, ils font que des manipulations sur le rachis, donc on se dit en fait, ils font que de l'articulaire. Et nous, on fait du viscéral, on fait du fascia, on fait du crânien. Mais en fait, non, les disciplines, elles se développent et ils font aussi un peu de viscéral, ils font aussi un peu de fascia. Donc en fait, j'ai l'impression que tout le monde s'influence de partout. On utilise aussi des techniques de kiné, les fameuses contracter, relâcher, pousser, relâcher, tu vois, pour détendre un muscle, etc. Je pense que voilà, on s'échange plein de choses. Après, les choses spécifiques à l'ostéo, c'est vraiment ces histoires de crânien, de crânio-sacré, voilà. Et là, très très rapidement, ça serait compliqué. Compliqué. Mais l'ostéopathie, c'est très français aussi, je pense. Non, il y a un truc incroyable, excuse-moi. Non, mais alors, il s'appelle comment le vocaliste de Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis? Tu le connais? Oui, je vois qui c'est, mais j'ai écouté un podcast avec c'était Joe Rogan il y a une semaine à peu près, et il a dit il avait un problème de genou, donc il montait sur scène, il pouvait pas vraiment chanter, rester debout longtemps et tout. Il a dit mais j'avais ce problème pendant 20 ans, et là j'étais en France à Lyon, et I have a French friend, she introduced me to some osteopath, et Joe Rogan a dit mais c'est quoi un ostéopathe? It's kind of people like. Il a commencé à décrire le truc. Il a dit après 2 séances avec elle, c'est parti, et c'était magique. Donc là, je me suis rendu compte, j'ai dit ok, ils connaissent très très bien le chiropracteur. Parce que c'est ça. Ouais, ça ils connaissent très bien. Parce donc, que craquer, mais l'ostéopathe, ils connaissent pas. Donc j'ai dit peut-être c'est français. En fait, c'est pas français. C'est pas français. C'est juste que c'est bien développé aux ici, États-Unis. Les chiropracteurs se sont beaucoup plus développés que les ostéos. C'est-à-dire qu'on a fait les fameux lobbies, etc. Donc ils ont plus d'argent, ils font des études. Entre guillemets, on va dire que là-bas aux États-Unis, les ostéopathes sont devenus de vrais médecins et ils manipulent pas beaucoup. Et les chiropracteurs, on va dire en thérapie manuelle, on va dire qu'ils ont gagné la bataille aux États-Unis. En France, c'est une exception totale. C'est-à-dire qu'on vit un truc complètement absurde. C'est-à-dire la plus grande densité d'ostéopathes, d'habitants par ostéopathe en France. C'est vrai ? En 2000, il y avait 7000 ostéopathes. En 2023, nous sommes 40 000. Putain. Donc, ça faisait partie des raisons pour lesquelles je me disais, non, on sait pas le faire, faut pas le faire, ça, faut pas faire ostéo. C'est trop long, c'est trop dur, c'est trop cher, c'est des sciences, il y en a trop, c'est libéral, et puis finalement, tu vois, je l'ai fait quand même, tu vois. Oui. Mais, il se passe... Alors, la demande a un petit peu aussi augmenté, c'est-à-dire que malgré tout, il est quand même possible de gagner sa vie, mais la proportion d'ostéopathes par habitant est démentielle. Alors que ça, tu ne le trouves dans aucun autre pays du monde. La France, c'est en reconnaissant l'ostéopathie comme une médecine parallèle, comme ça, une explosion des écoles d'ostéopathie en 2004, 2007, et toute une nouvelle génération d'ostéopathes est arrivée dans les années 2010, 2011 de cette nouvelle école, et ça change, ça a changé complètement la donne. Donc c'est pour ça que l'ostéopathie s'est vachement développée en France, mais c'est pas français pour autant. D'accord, ok. Ouais, je comprends mieux, ok. On va finir sur un cas qui t'a vraiment marqué, patient. C'est compliqué parce que... Car là, on touche un peu à la fin. Bien sûr. Ouais. C'est compliqué parce que peut-être ça sera celui de demain, tu vois, qui va beaucoup me toucher. C'est peut-être celui d'hier. Hier, j'ai vu une dame de 82 ans qui m'a appelé la semaine dernière en me disant « Mais on s'est pas vu depuis le Covid. » Je fais quoi, le Covid? Mais c'est pas possible. Le Covid, j'étais à l'école. Elle me dit « Mais si, j'ai gardé vos coordonnées. » et en fait, je l'ai vu hier et tout, et oh oui, je suis une petite dame qui est arrivée avec la petite carte de l'école, avec mon petit numéro de téléphone, et il marquait au-dessus « Ouvrira son cabinet ». Et c'était tellement mignon, quoi. Voilà. Mais c'était, après, en termes de pas de séance particulière, il n'y a rien qui me vient particulier dans la tête. Par contre, pour juste refaire un lien avec ce qui s'est passé entre toi et moi, cette façon de faire un retour sur la séance, sur ce que j'ai ressenti et tout, et en disant que je suis pas un psychologue, je suis pas un médium, etc. C'est ce qui se passe quand ça se passe bien avec quelqu'un
Et je fais un petit peu attention à ça pour pas gêner les gens en disant comme t'es Verseau ascendant, c'est pour ça que c'est insupportable, tu vois. Je suis Verseau, hein, par contre. T'es Verseau? Ouais. C'est pas possible. Je t'assure. Arrête, non, fais pas ça. Non, mais je t'assure. Tu l'as dit, c'était. Bah oui, mais parce que je suis Verseau. C'est pour ça. Ah, ok. Ça s'explique. Voilà, tout s'explique. Et c'est un Cinder, hein, c'est pas un Cindo. Très bien. Et non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que le fait de toucher les gens comme ça, eh bien, avec quelques tests, ou après une séance, ben juste dans la nature du tissu, s'il est dur, s'il est tendu, si tiens, je prends les pieds, est-ce que ça gigote, est-ce que ça lâche, est-ce que, eh ben, je peux lui dire, en effet, vous êtes plutôt dans le contrôle, ou alors, alors dit comme ça, c'est vraiment très très maladroit. Mais en tout cas, j'ai ces informations-là. Ou alors, il y a un contrôle, mais il y a une capacité à lâcher prise, ou il y a une demande à s'abandonner. Tout ça, ça me donne des informations. Si je sens le ventre il est noué, ou si le diaphragme il est tendu, etc. Et à la fin, quand il s'est passé quelque chose, quand il s'est passé des choses incroyables, j'appelle les patients des pianos. J'appelle ça des pianos. C'est-à-dire que t'es à la tête, tu poses la main sur un diaphragme et tu t'ajustes un peu tes paramètres, puis ça se met à bouger et tout. Et c'est ce que j'appelle les pianos ou des voyages. Tu composes ta musique après. Exactement. C'est-à-dire vous composez tous les deux. Hein. Je dis toujours, c'est une danse à deux, quoi. Ouais. Et à la fin de cette danse, tu dis, écoutez, voilà, par exemple, avant la dame, hier, j'ai vu une jeune femme et j'ai dit, c'est drôle parce que on a l'impression, l'image que vous donnez au début, c'est vous êtes toute douce, quoi. Vous êtes très, et puis c'est comme un oignon qui est un peu cuit, puis hop, on enlève une couche, et puis la couche d'en dessous, elle est un peu plus crue, puis c'est plus dur à l'intérieur. Ouais. Et la fille la patiente qui avait 25 ans, elle m'a dit, c'est dingue, parce que c'est exactement là où c'est presque les mot pour mot, les termes techniques, là où j'en suis dans ma psychothérapie, par exemple. Et je lui dis, écoutez, moi, je vous dis juste mon ressenti de la séance. Voilà, au début, j'ai l'impression que c'était, waouh, vous étiez tout accueillante, machin. Puis plus je rentre dedans, plus on va profondément, plus j'ai quelque chose qui s'impose, qu'il faut pas tordre, qu'il faut juste laisser faire et qu'il faut respecter. Tu vois? C'est en ça que chaque séance, elle peut être incroyable parce que tu rencontres vraiment quelqu'un. Ouais, c'est une rencontre. Ouais, exactement. Magnifique. On n'aura pas mieux comme ça, je pense. N'est-ce pas? Merci, Cédric. Merci beaucoup. Allez, salut tout le monde. Bye. Ciao. La vie est tout de même une chose bien curieuse qui s'est observée entre minuit et 3 heures du matin. La vie est tout de même une chose bien curieuse qui s'est observée entre minuit et 3 heures du matin. La vie est tout de même une chose bien curieuse qui s'est observée entre minuit et 3 heures du matin. La vie est tout de même une chose bien curieuse qui s'est observée entre minuit et 3 heures du matin. Hello mes Pinkers, ici Charlie. Vous venez d'écouter une production signée Charlie Pink. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, retrouvez toutes nos créations sur votre plateforme d'écoute préférée et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Pour encore plus de Charlie Pink, visitez également notre site www.charlie.pink et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Restez sauvages Pinkers. À très vite.